This Ensuite, on vous conference will now proposera, be recorded. ensuite, on vous proposera des retours d'expérience dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. On continuera avec la présentation de nos recommandations pour intégrer donc les one-stop shop, services intégrés de la rénovation dans les dispositifs publics en faveur des rénovations énergétiques. Et puis on gardera un temps assez conséquent de questions-réponses à la fin, en sachant qu'on gardera quand même un temps de discussion en milieu de webinaire. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus précisément juste après. Marie, je ne mentais pas, un truc qui touche ton micro. Parce qu'il y a des bruits de... D'accord. Est-ce que c'est mieux là? Je crois que c'est beaucoup mieux. On verra. Et je D'accord. pense que J'ai décalé le micro qui était contre ma joue. Voilà, d'une part, et peut-être pour améliorer le son, que chacun veille à, disons, mettre en off son micro. Je pense que certains ont leur micro fermé. Voilà, très bien. Merci. Merci. Alors, pendant ce webinaire, on va être 2 personnes à intervenir. Il y a Françoise Rey-Faber, qui est directrice générale d'Énergie Demain, qui est experte dans la préfiguration de dispositifs d'accompagnement à la rénovation énergétique pour des projets au niveau locaux et également pour des projets régionaux qui incluent l'accès au financement, qu'on appelle des sociétés de tiers financement. Vous avez sans doute déjà entendu parler, par exemple, de Picardie Passe Rénovation. Françoise Rey-Faber a une expertise générale également sur le financement de la rénovation énergétique. Et cela est lié notamment à son expérience de plus de 20 ans dans le monde bancaire précédemment. De mon côté, Marie Pourchaud, je suis chargée d'études chez Énergie Demain et j'ai des compétences donc, dans la rénovation énergétique et dans la préfiguration de dispositifs d'accompagnement à la rénovation, notamment des plateformes de la rénovation énergétique. On intervient également dans des projets de consultation au niveau national. On est notamment assistance à maîtrise d'ouvrage pour le programme urbanisme, construction, architecture. On travaille également pour d'autres études sur la rénovation au niveau national. Et donc, je suis en charge de la coordination du projet Innovate pour Énergie Demain. Nous intervenons toutes les deux avec Françoise. Alors, l'objectif de ce projet Innovate, c'est d'accompagner une dizaine d'acteurs, donc principalement des collectivités de l'Union européenne, mais également des entreprises de l'accompagnement à la rénovation énergétique, dans la création d'un service intégré de rénovation. Notre rôle dans ce cadre pour Énergie Demain, c'est de réaliser un transfert de compétences, à la fois le nôtre et également d'organiser le transfert de compétences de certains partenaires qui sont déjà avancés, d'organiser pour cela des séminaires de travail, généralement qui sont biannuels, également des webinaires mensuels entre nous, d'aider à la production livrable tout au long du projet, qui a duré 3 ans, qui est en train de se terminer actuellement. Donc on a aidé chacun des partenaires à faire au départ une analyse des défaillances du marché, une analyse des besoins en fonction du territoire et des acteurs en place, à construire un plan d'action, donc pour préfigurer et mettre en œuvre ce service d'accompagnement à la rénovation, pour élaborer le modèle économique, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'il pourrait être financé et les coûts qui seraient associés au montage de ce dispositif, et puis l'élaboration de dispositifs de financement de la rénovation, et notamment donc des subventions ou des prêts dédiés aux travaux de rénovation énergétique. Au global, ce projet représente 2 millions d'euros et pour Énergie Demain, environ 200 000 euros sur 3 ans. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet Horizon 2020. L'objectif donc de coacher des structures publiques et privées pour leurs dispositifs, avec un enjeu clé qui est donc de faire en sorte que les projets de rénovation des particuliers passent du stade de l'idée, de la réflexion, à celui de la mise en œuvre. Le coordinateur de ce projet, c'est l'association de collectivités européennes pour la transition énergétique Energy Cities, et c'est Yana Chikmanova qui joue ce rôle de coordinateur. Je crois qu'elle est présente, donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser sur le chat. Nous intervenons donc, nous, Énergie Demain, en rôle d'experts. Et il y a ensuite des partenaires expérimentés qui ont déjà mis en place des actions pour la rénovation, et d'autres qui sont plus débutants, qui très souvent n'ont, par exemple, pas mis en place de premiers conseils gratuits indépendants, comme on a par exemple en France via le réseau FAIRE. Donc, des collectivités, notamment Bruxelles Environnement, l'Agence de l'énergie de Riga, la municipalité de Frederikshavn au Danemark, la municipalité de Heerlen aux Pays-Bas,
la municipalité de Växjö en Suède, la ville de Litoměřice en République tchèque, la ville de Mantova en Italie, l'Agence de l'énergie et du climat d'Espagne, la RENEX, la municipalité d'Aradipu en Chypre. Voilà pour les collectivités. En termes d'acteurs privés, il y a 2 acteurs. C'est Parity Project, une entreprise anglaise dédiée au quartier de Londres et qui a créé une coopérative qui s'appelle Retrofitworks, qu'on vous présentera un peu plus tard. Et le deuxième acteur, c'est Reinmarkt, qui est une entreprise d'accompagnement à la rénovation clé en main, qui s'est développée dans 6 villes hollandaises et qu'on vous présentera également juste après. Et parmi les présents à ce webinaire, il y a également Annick Schweiger, qui est membre de Bruxelles Environnement. Donc, si vous avez également des questions sur Bruxelles, dans le chat. Pour ceux qui connaissent les programmes européens, l'organisation des appels à projets se fait via des work packages, donc des groupes de tâches, avec donc 5 groupes de tâches. Le premier work package a pour objectif de partager les retours d'expérience de chacun, de faire un transfert de compétences. Notre rôle pour Énergie Demain est principalement centré là-dessus. Le deuxième work package a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre des services intégrés d'accompagnement dans les territoires pilotes. Donc, ce work package incluait l'analyse des différences du marché, la préparation la définition des missions du service d'accompagnement, la définition du modèle économique, des modèles de financement, notamment de subventions à mettre en œuvre ou de prêts. Le troisième work package a pour objectif de partager la connaissance qu'on acquiert via ce projet européen. Pour cela, par des objectifs, par des événements au niveau national, au niveau européen, qui sont soit physiques, soit sous la forme de webinaires. Et le webinaire qu'on organise aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cet objectif de partager la connaissance, dans ce work package numéro 3. Le numéro 4 est dédié à la communication. Vous avez peut-être déjà vu notre site web. Il y a également des vidéos qui ont été faites par Energy Cities et puis des case studies qui seront bientôt disponibles. Et enfin, comme vous imaginez, un consortium de plus d'une dizaine de partenaires. C'est également pas mal de management et de coordination qui est géré par Energy Cities en tant que coordinateur. Pour vous donner quelques idées de nos productions, donc depuis 3 ans, il y a un site web qui est en ligne et que je vous incite à consulter, je vous invite à consulter. Un rapport d'inventaire des bonnes pratiques qu'on a rédigé plutôt au début du projet et qui permet de voir sur les différentes étapes d'un projet de rénovation quelles sont les bonnes pratiques à la fois en France mais également en Europe, donc via les retours d'expérience des partenaires. Donc on parle notamment de marketing, de communication, de financement, de qualité des travaux également. Et puis actuellement, nous travaillons sur un rapport de recommandation pour les politiques publiques pour développer la rénovation énergétique des logements. Et ce rapport est la conclusion de ce projet, avec l'objectif de tirer des recommandations de ces 3 ans d'accompagnement. Et ce rapport a été rédigé, il y a une première version disponible. Et juste après, je vous montrerai le lien de téléchargement du rapport en version de travail. Si vous souhaitez le relire et nous envoyer vos commentaires, ils seront bienvenus. Je vais maintenant laisser la parole à Françoise pour présenter le concept de One Stop Shop. Oui, merci Marie. Alors, je voudrais aussi juste préciser que le rapport qui est consultable est vraiment en version co-construction. Il s'agit d'une version préliminaire rédigée en français. Bien sûr, la version finale sera plutôt en anglais. Et on a voulu procéder de la sorte parce que il nous semble que les expériences acquises en France sont particulièrement riches et que cela avait du sens d'en discuter à une échelle nationale. Et donc, en fait, je pense qu'il y aura une autre version plus européenne qui sera également en consultation dans le courant du mois d'avril.
Donc maintenant, pour ce qui concerne effectivement les clarifications concernant ce concept de one-stop shop, donc c'est ce terme qui est retenu dans la directive sur l'efficacité énergétique des logements, enfin des bâtiments, pardon. Et donc en français, c'est traduit par guichet unique. Il me semble que la notion de one-stop shop rend mieux compte de ce qu'on entend par là que la notion de guichet unique, dans le sens où on parle bien d'un one-stop, c'est-à-dire un endroit, excusez-moi, un shop, donc un endroit, ou en tout cas un endroit où il se vend des choses. Et one stop, c'est l'idée qu'on simplifie grandement les démarches plutôt que d'avoir à faire toutes sortes de choses compliquées pour assembler des morceaux d'un puzzle qui est a priori décourageant. Donc sur la diapo suivante, en fait, nous avons tenté de retracer l'ensemble des activités qui sont considérées lorsque on parle de one-stop shop. Et donc en France, l'équivalent, c'est ce qu'on a appelé il y a déjà 20 ans les espaces info énergie, et qu'ensuite on appelle les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mais il y a d'autres formes qui s'appellent par exemple les sociétés de tiers-financement, on va y revenir, et peuvent aussi revendiquer ce terme des services qui sont clairement marchands et qui s'orientent plutôt vers un modèle de courtage par exemple. Donc, si on essaye de rassembler l'ensemble des morceaux du puzzle qui peuvent constituer des one-stop shops, sachant que effectivement, selon les cas, les one-stop shops peuvent ne pas intégrer l'ensemble de ces pièces. Donc, il y a un premier bloc qui est regroupé sous la notion de conseil et d'accompagnement gratuit. Donc, on est en stade amont, à l'orientation des décisions, donc par définition avant qu'elles ne soient réalisées. Et donc, on a là des notions de sensibilisation des consommateurs, d'activer la prescription des professionnels, plutôt via les professionnels de l'immobilier, donc les agences immobilières, les notaires, les banques, mais aussi via les professionnels de la rénovation eux-mêmes, de favoriser la formation et la mise en réseau de ces professionnels, et de jouer éventuellement comme un marketplace, et c'est là qu'on retrouve la notion de guider les consommateurs vers des professionnels qualifiés. Donc tout cet ensemble intervient plutôt dans une notion d'accompagnement qui devrait être gratuit, d'une part parce que cela peut être considéré comme un service public dur, si je puis dire, et d'autre part parce que de toute façon, les gens n'ont pas très envie de payer à ce stade où il s'agit pour eux de simplement réfléchir. Il y a un autre bloc de prestations qui là se concentre davantage sur le projet, disons, des personnes concernées. Donc on passe à une réflexion à un projet bien précis, et a priori ce sont des prestations qui peuvent relever du secteur concurrentiel, et de fait, il y a la question de savoir comment des professionnels du bâtiment qui sont bien installés et qui malheureusement interviennent relativement peu sur le marché du logement individuel peuvent se positionner. Donc je pense bien sûr aux architectes, aux maîtres d'œuvre et toutes les professions qui relèvent de cette qualification. Donc là, le point de passage, c'est en général le fait qu'on réalise un audit global, qu'on fasse des simulations thermiques dans le but de faire des prescriptions de travaux. Donc il s'agit bien là de s'intéresser à un projet en particulier, de sélectionner les devis, de réfléchir à un plan de financement pour rendre concret le projet et l'ajuster dans sa dimension. Ensuite, il y a
toute la réalisation des travaux pour lesquels on peut envisager de faire des visites de chantier, de la coordination, assister à la réception des travaux, voire même d'intervenir en tant que réalisateur des travaux. Souvent, on oublie que derrière, si les travaux sont faits pour notamment des objectifs d'efficacité énergétique, c'est particulièrement important de suivre ces résultats à la suite des chantiers. Et puis, dernières briques qui sont importantes pour que tout cela tienne, c'est d'une part le financement, et puis on voit de plus en plus la question de l'assurance qualité et de l'assurance relative à la conformité des travaux qui sont vendus et qui sont une clé, puisque en fait, on va le voir, toute la question de la mise en place de ce processus pour activer les décisions de réaliser des travaux nécessite un environnement de confiance. Alors, du coup, si on passe à donc la diapo suivante, c'est un emprunt que j'ai fait à une présentation de l'ADEME au plan bâtiment durable récente. Donc, c'était la présentation d'une étude qui s'intitule Rénovation des logements, comment accompagner les ménages, comment s'adapter à leur diversité, qui était réalisée par Alban Gaspard et par Gaëtan Brispierre. Donc, j'ai trouvé ce schéma intéressant pour montrer que la question qui se pose pour les one-stop shops, c'est de savoir comment intervenir face à un écosystème d'acteurs. Et donc, ça pose la question de la légitimité et du positionnement du one-stop shop qui a la prétention en fait, de coordonner ou voire même d'intégrer un ensemble très vaste d'acteurs. Donc là, c'est une diapo qui s'applique aux copropriétés et on voit qu'effectivement, il y a plusieurs sources, plusieurs cercles. Si on passe à la diapo suivante, on voit que finalement cette question d'intégration et ou de coordination, elle s'applique aussi de façon peut-être un peu moins évidente, mais tout à fait réelle, face aux ménages propriétaires individuels de maisons. Et on voit du coup que sur le terrain se développent des modèles à géométrie variable qui dépendent, à vrai dire, pas tant que ça de la demande des gens, mais plutôt des ressources qui sont mobilisées, et essentiellement des ressources publiques, parce que en définitive, le modèle de One Stop Shop en tant que, enfin, dans la conception d'un modèle économique, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas vraiment se baser sur la propension à payer par les ménages, parce que ça représente en fait des montants qui sont d'une part considérables par rapport au budget moyen des projets, et d'autre part parce que en fait sur dans la panoplie d'offres, il y a énormément d'acteurs qui en fait présentent leur activité comme étant gratuite vis-à-vis des gens, parce que en réalité ils captent d'autres ressources, soit via les professionnels, soit en opérant des ventes croisées. Donc, en fait, si on se concentre sur les modèles dans lesquels interviennent les collectivités en tant que tiers de confiance, les modèles vont de l'infodesk, enfin de l'entité qui est là pour répartir, distribuer l'information, animer des réseaux locaux. Donc le mot-clé, c'est souvent ça, c'est l'animation. Et en contrepartie de cette animation, en fait, le positionnement est d'être au-dessus des autres
et de fournir un service qui est indépendant, neutre et gratuit. Autrement dit, on voit comment cela peut fonctionner sur l'amont des prestations du one-stop shop. En revanche, concilier la notion de neutralité et d'indépendance quand il s'agit d'accompagner les projets individuels, là, ça devient plus compliqué. Et donc, on voit du coup se développer, y compris donc dans la sphère financée par le public, la notion de one-stop shop qui sont plutôt des fournisseurs de services, avec du coup un mot-clé qui intervient là, qui est celui d'être l'interlocuteur unique. Et pour le coup, on intervient directement pour accompagner les personnes et être quelque part un intermédiaire pour faciliter et rendre finalement, transformer des contacts et des transactions multiples en un point de contact unique. Donc, dans la diapo suivante. Il y avait une autre diapo? Oui, voilà. Tu peux revenir à la diapo suivante, Marie? Oui, voilà. Suivante, tu veux dire? Non, la diapo suivante. La diapo suivante, c'est celle-ci. Oui, la suivante. D'accord. Je voulais juste qu'on finisse, qu'on arrête cette discussion un peu, disons, monolithique de ma part, pour effectivement expliquer et qu'on se rende compte un peu de qui est en train de participer à la conférence, à ce webinaire, pour qu'on ait l'occasion aussi de s'arrêter un moment pour discuter de ces constats. Est-ce que, Marie, tu veux bien reprendre tes petites statistiques? Ok. Donc, en termes d'inscrits par rapport à ce webinaire, on a vu environ 85 inscriptions. Donc c'est bien, si on voit qu'il a eu du succès, avec une grande majorité de collectivités. En tout cas, c'est la part des collectivités qui est la plus fortement représentée. On voit bien que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les collectivités, sans doute dans le contexte également du SAR. Ensuite, il y a des acteurs assez variés, puisqu'on a des conseils et des structures de la rénovation, qui travaillent sur la rénovation, notamment des ALEC, soit des directeurs d'ALEC, soit des conseillers rénovation, structure FAIR également. Et puis, il y a également donc, des associations, des représentants des banques, des instituts de recherche, des pouvoirs publics nationaux, soit des ministères, soit de l'ADEME, des bureaux d'études, et puis quelques entreprises. Donc, je pense que effectivement, c'est les collectivités qui sont les plus représentées et c'est logique aux thématiques qu'on aborde aujourd'hui. Par rapport à l'organisation de ce webinaire, ce qu'on vous propose pour que ce soit le plus interactif pour vous, c'est que vous puissiez poser vos questions dans le chat. C'est en haut à droite de votre écran sur GoToMeeting. Et puis, on y répondra en deux temps, après chacune des deux grandes parties qu'on va aborder maintenant. La première partie, c'est sur les retours d'expérience dans d'autres pays, et la deuxième, c'est notre analyse et nos recommandations. Et puis, ci-dessous, vous avez le lien de téléchargement vers le rapport de recommandation qui est actuellement en version de travail. Donc, pas finalisé, mais pour laquelle on vous invite à nous transmettre vos commentaires, vos remarques ou également des suggestions de modification. Donc on va passer à la partie sur retour d'expérience. D'ailleurs, on est déjà un petit peu en retard sur le planning. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, on va essayer de tenir les délais. Alors, le premier exemple, c'est à Frederikshavn, au Danemark. Un exemple en termes de communication. Cette ville a mis en place une camionnette qui est dédiée à la communication sur la rénovation énergétique, dans laquelle il y a un service avec à minima un conseiller qui peut informer les particuliers sur les possibilités de rénovation énergétique.
Cette camionnette, elle est utilisée lors de campagnes de sensibilisation, les lancements de campagnes pour des nouveaux dispositifs, ou lors d'événements, par exemple la fête de l'énergie ou n'importe quelle autre fête locale, ce qui permet donc d'aller à la rencontre des ménages, et de leur laisser une possibilité de s'informer spontanément sans que eux-mêmes aient besoin de faire la démarche de se déplacer dans un bureau informatif sur l'énergie. Cette camionnette, elle est stationnée quelques jours avant le lancement de l'événement, avant l'ouverture de la camionnette et donc la mise à disposition du service d'information. Et il y a des courriers qui sont distribués dans les maisons alentours, quelques jours avant également, pour qu'elles soient informées sur cette camionnette, ses horaires d'ouverture et donc les services proposés d'information sur la rénovation. C'est quelque chose qui a été bien salué par la presse notamment, comme étant une démarche qui permet vraiment d'aller à la rencontre des usagers et donc de ne pas attendre qu'eux-mêmes aient l'idée de faire des travaux et qu'ils se renseignent, mais de leur laisser la possibilité plus facilement accessible. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est celui de Rijmarkt aux Pays-Bas, qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Cave et qui a pour objectif d'être un service intégré de la rénovation. Alors, donc là, sur cette carte, vous avez les 5 villes dans lesquelles il y a des magasins, des shops Rijmarkt qui sont représentés. L'objectif de cette entreprise, c'est de proposer un premier conseil qui est gratuit, qui correspond donc à nos espaces verts en France. Et ce premier conseil est subventionné par les communes. Et puis ensuite, Rijmarkt vend un package, donc un accompagnement pendant les travaux et un accompagnement pendant les travaux, également la réalisation des travaux. Et Rijmarkt rémunère via une commission sur le package vendu, qui est donc la vente de travaux, qui seront suivis par un interlocuteur unique au sein de la structure. Donc Rijmarkt a un rôle de coordinateur, il aide à identifier les travaux à réaliser, il aide à la gestion du projet, il intervient en cas de difficulté avec les entreprises, à la demande du particulier. Les entreprises de travaux sont recrutées en fonction du respect d'une charte et des engagements de qualité de service. J'insiste sur le fait que ce sont des engagements de qualité de service, car il s'agit de délai, de propreté du chantier, de communication entre les artisans et le ménage, et ce ne sont pas des engagements de qualité en termes de performance énergétique. Ensuite, en termes de cible, en termes de clients, donc il y a des maisons individuelles, des bailleurs sociaux, et il y avait le démarrage d'un service pour les copropriétés. On tient à vous présenter cet exemple car en termes de dispositif, c'est quelque chose d'assez abouti en termes de communication, d'innovation aussi. Ça nous semble être très intéressant. Et en même temps, c'est un exemple qui nous montre aussi toute la difficulté du financement de ces services d'accompagnement globaux à la rénovation, puisque la difficulté qui a été rencontrée récemment par Rijmarkt, c'est un retrait des communes pour le financement, pour les subventions. Au départ, les communes subventionnaient à la fois le premier conseil gratuit, puis la vente puis le service d'accompagnement. Mais comme Françoise l'a expliqué tout à l'heure, il y a une difficulté, il y a un besoin d'identifier à la fois le premier conseil qui est gratuit, qui peut être de l'ordre d'un service public, et puis l'aval, l'accompagnement à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, qui, elle, fait plutôt partie du domaine concurrentiel. Et du coup, il n'y a plus eu de subvention dans un deuxième temps pour cet accompagnement. Et plus récemment, il y a même eu un retrait plus global des collectivités pour financer ce premier conseil. Donc, on vous présente cette initiative qui est très intéressante, mais avec toutes les difficultés qui sont rencontrées actuellement pour son financement et qui sont présentes en France, mais également donc, du coup, dans d'autres pays de l'Union européenne. En termes de communication, c'est une entreprise qui a mis en place beaucoup de moyens avec une charte graphique, avec un chargé de communication, avec la présence sur des réseaux sociaux, avec la présence de véhicules utilitaires customisés, avec des kakémonos mis en place devant les maisons qui sont rénovées, ce qui permet notamment pour les voisins de venir visiter les logements rénovés, de voir quels travaux ont été faits. Donc il y a eu vraiment des efforts de communication pour que ça ressemble finalement à un magasin dans lequel on vient acheter un service d'accompagnement à la rénovation
comment on peut acheter finalement un autre bien dans notre magasin. J'ai mis en bas de la diapo un lien vers une vidéo YouTube qui présente le service. Si vous allez taper Highmark dans YouTube, vous trouvez facilement cette vidéo de présentation. Je vais vous présenter également un outil numérique qu'ils ont mis en place qui s'appelle QuickScan, qui a pour objectif donc excusez-moi, je crois qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas coupé leur micro, donc si vous pouviez le faire, ce serait bien pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Merci. Donc Highmark a mis en place un outil numérique QuickScan qui a pour objectif de faire rapidement un état des lieux d'un logement dans une maison individuelle et de proposer des travaux de différents niveaux. Donc cet outil, il fonctionne, c'est un outil en ligne, un outil web qui fonctionne par le renseignement d'un questionnaire par le particulier. Donc un questionnaire qui lui permet de retrouver des informations sur la période de construction du logement, sur le petit type de chauffage, sur les travaux souhaités. Là, ce sont seulement quelques exemples, mais le questionnaire est assez long et assez précis. Ensuite, le particulier donne ses coordonnées et en fait, c'est donc par voie mail qu'il recevra les devis s'il le souhaite, qui correspondront donc aux travaux proposés par Highmark par rapport au projet du particulier et par rapport aux caractéristiques du logement. 3 devis de travaux pourront être envoyés avec chacun une priorité différente. Il y a un devis qui sera plutôt axé sur le confort, un deuxième sur les économies financières et un troisième sur la préservation de l'environnement. Bien sûr, le devis souvent le plus élevé, qui associe le plus de mesures, qui est donc le plus élevé en termes de coût, c'est le devis, le troisième qui a pour objectif la préservation de l'environnement. Suite à l'envoi de ces devis, il y a un conseiller Highmark qui rappelle le particulier, qui propose soit une visite du magasin Highmark, c'est comme ça qu'il l'appelle, ou une visite à domicile, mais qui elle du coup sera facturée 150 €, qui sera remboursée dans le cas où les travaux sont ensuite réalisés par Highmark. Alors notre analyse de cet exemple-là, pour nous, un des avantages, c'est une présence physique dans 5 villes, qui s'appellent des shops, donc des magasins, et qui du coup permettent d'avoir une présence très visible et donc facilement accessible pour les ménages. Il y a un accompagnement complet qui rassure le particulier, avec la présence d'un conseiller en cas de problème avec les artisans, de coordination, etc. Il y a la volonté d'une qualité de service qui soit forte. L'objectif, c'est que les particuliers, lorsqu'ils renseignent le questionnaire de satisfaction client, atteignent 100% d'objectif. Une offre de financement est proposée pour les ménages qui veulent faire des travaux. Une offre de financement qui est associée avec le NEF, qui est le Fonds d'énergie pour les Pays-Bas. On vous présente qui propose des offres de prêt pour financer les travaux de rénovation énergétique spécifiques. Et on vous présentera plus tard justement les prêts proposés par le NEF. Et puis en termes de communication, c'est vraiment une communication marketing, commerciale, avec une présence à tous les niveaux, une charte graphique, une présence très active sur les réseaux sociaux, la réalisation d'animations diverses, d'événements, de vidéos de présentation, de pop-up store, etc. Donc vraiment une vision marketing hyper forte. Par contre, en termes de points d'amélioration, il y a plusieurs choses à noter par rapport à ce dispositif. Globalement, ce sont surtout des petits travaux qui sont réalisés, de 5 000 à 6 000 € en moyenne. Donc clairement, ce ne sont pas des travaux de rénovation énergétique performante, loin de là. Ce sont plutôt un geste ou deux de rénovation. Il n'y a pas de vérification sur la qualité des travaux réalisés. Donc la satisfaction du client elle est plutôt en termes de qualité de service, de relation client, que en termes de qualité de performance énergétique. Et puis c'est un dispositif qui, comme j'expliquais donc au tout début, est clairement dépendant de subventions publiques et qui est dépendant donc des politiques publiques locales en termes de subventions et qui donc suite à l'arrêt de nombreuses collectivités en termes de subventions se tend à se recentrer actuellement sur les bailleurs sociaux qui sont un secteur plus stable. Alors je vais passer à Retrofitworks et puis ensuite on fera un temps de lecture des questions s'il y en a et de réponses sur ces exemples-là. Retrofitworks, c'est un one-stop shop au Royaume-Uni qui suit le modèle d'une coopérative. Donc c'est un modèle coopératif qui relie les clients, ce qu'on appelle les advocates, qui sont des représentants de différents groupes d'organisations de particuliers, qui représentent
qui regroupe également ce qu'on appelle les practitioners, qui sont en fait les professionnels du milieu, avec le monde également de la finance. Donc, ce modèle de coopérative, il s'est développé avec les principales associations professionnelles du bâtiment, avec des institutions, avec des collectivités. Il est considéré comme un modèle de prestation fiable qui permet d'avoir une qualité de travaux importante, qui traite à la fois des travaux d'amélioration générale et d'efficacité énergétique en utilisant les ressources locales. Donc, comme je l'expliquais, il y a deux catégories de membres de la coopérative. Il y a ceux qui réalisent les prestations, et puis il y a ceux qui représentent l'intérêt de groupes de propriétaires ou de locataires qui comprennent les besoins des propriétaires et qui veulent développer le marché de la rénovation pour les aider. Ces coopératives sont gérées par chaque comité local et elles s'appuient sur un bureau d'études pour assurer le développement. Les avantages de ce modèle coopératif, c'est qu'il y a une réduction des coûts possible, puisqu'il y a des achats groupés de matériaux, une centralisation possible des développements, par exemple des développements informatiques ou autres, un alignement des intérêts des membres, un investissement intégral d'excédents, des services commerciaux pour les membres, la construction d'outils communs, par exemple une plateforme, un outil d'appel d'offres en ligne, donc auquel les artisans peuvent répondre, un dispositif de formation, l'animation de réseau, des discussions entre pairs et si besoin donc des coproductions. Donc ça permet de faciliter le travail ensemble entre les artisans et entre les ménages. Alors pour conclure sur les one-stop shops et sur cette partie de présentation des retours d'expérience, on voit qu'il y a une volonté de la Commission européenne de développer ces services intégrés d'accompagnement, mais dans les faits, on voit que la plus grande difficulté finalement, c'est de trouver un modèle économique qui soit stable, puisqu'actuellement il y a une forte dépendance des subventions. Cela s'est vu donc pour CAV, qui est donc la structure qui a créé Highmarkt, mais aussi ça a été le cas en France, c'est le cas en France, des difficultés de financement pour les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, pour lesquelles l'arrêt des subventions par l'ADEME a été un problème avant le lancement du SAR plus récemment, et un financement donc par les C2E. Le contenu et l'organisation des one-stop shops sont très variables, il y a plusieurs briques, tous n'incluent pas les mêmes briques. Par exemple, pour Highmarkt, une brique très importante, c'est la brique de communication, de sensibilisation. Par contre, la brique de contrôle de la qualité des travaux, elle, par contre, elle n'est pas présente. Les one-stop shops, ils complètent donc l'offre des acteurs, du secteur concurrentiel, sur des prestations des segments de clientèle qui sont délaissés et qui sont forcément donc plus difficilement rentables. Donc voilà, s'arrête pour la partie sur, on fait une pause pour la partie sur les retours d'expérience. Donc je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Pendant qu'on recense les questions, je voulais juste peut-être préciser pour tout le monde ce que tu mentionnais là, le SAR. Donc ça veut dire Service d'accompagnement des rénovations énergétiques. C'est le nouvel acronyme en fait qui est utilisé pour effectivement financer des prestations d'accompagnement. Et donc, tu l'as mentionné, Marie, la source de financement, ce sont des certificats d'économie d'énergie et la coordination de ce programme est assurée par l'ADEME. Je pense qu'on a des participants de l'ADEME dans le webinaire, donc je n'en dis pas plus. Du coup, je regardais les questions. La première question, c'est comment abordez-vous les secteurs à problème? Par exemple, les chauffe-eau solaires souvent ont des problèmes, ou la biomasse pour le chauffage. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre la question. Je pense que en fait, la question, c'est qu'effectivement, il y a des mesures qui sont plus techniques et qui sont du coup plus difficiles à vendre entre guillemets aux particuliers parce que elles sont davantage dans le registre de spécialistes. Et du coup, c'est vrai que les one-stop shop, leur discours dominant, c'est de partir des attentes des ménages et de embarquer, si je puis dire, l'efficacité énergétique et en faire prendre conscience aux ménages à partir
de questions qui sont beaucoup plus basiques. C'est voilà, j'ai besoin de réparer mon toit, ou je prévois de tout changer dans la maison parce qu'elle est trop vieille, ou parce que la famille change. Du coup, il me semble que les problématiques donc de chauffe-eau solaire, bon, alors déjà, c'est effectivement, il y en a plus dans le sud que dans le nord, donc ce sont vraiment des questions qui sont vraiment spécifiques. Ou le fait d'utiliser du chauffage bois, ça, ce sont typiquement c'est typiquement des propositions qui peuvent bénéficier de recommandations basées sur des expériences réussies près de chez soi. Donc là, je pense que l'enjeu des one-stop shops, c'est de montrer des exemples qui fonctionnent et qui soient et dans lesquels les gens puissent se projeter parce que ça leur paraît proche de chez eux. Mm. Bon, Il y a une autre question qui est le nombre de rénovations par Highmarkt. Alors, moi, je me rappelle plus du chiffre exact, je suis en train de rechercher. Mais il me semble que chez Highmarkt, en fait, l'objectif était vraiment de faire du chiffre. Et en plus, là où c'est plus facile par rapport à nous en France, c'est que les logements en fait aux Pays-Bas sont beaucoup plus standardisés. Du coup, c'est plus facilement facile de mettre en place des techniques de rénovation qui sont standards, qui sont un peu les mêmes partout. Et du coup, c'est plus facile entre guillemets de faire du chiffre là-bas. Alors, je devrais pouvoir vous dire rapidement, je pense quels sont le nombre de rénovations, mais en tout cas, je pense que c'est assez de l'ordre du. pendant que tu cherches, peut-être Marie, je Ouais. vois d'autres questions donc sur le coût du Ah service oui. d'accompagnement, le fait de sélectionner les clients en fonction de leur capacité à payer ce service, et le fait de se projeter dans une démarche globale avec tout en ayant un niveau de connaissance des caractéristiques des logements. Bon, ben, je pense qu'avec ces 3 questions, on a vu qu'on est en train de traiter la quadrature du cercle. Parce que effectivement, tout l'enjeu des one-stop shops, c'est que il fallait sortir d'une situation classique où finalement ce service d'accompagnement, il est aujourd'hui réalisé plutôt sur les segments haut de gamme de la construction ou de la rénovation par des architectes. Donc, par contre, effectivement, pour des travaux dont le coût moyen est de l'ordre de 20 à 30 voire 40 000 euros, il faut vraiment arriver à modifier le service pour que son coût diminue. Donc là, ce sont des choses qu'on va aborder dans le suite de la discussion, mais clairement, une des pistes, c'est le numérique. Donc, c'était là que l'exemple de Highmarkt était intéressant. Pour ce qui concerne le fait que ce soit enfin, en tout cas, même si on arrive à faire baisser les coûts, à partir du moment où on parle d'accompagnement, il s'agit bien quand même de passer essentiellement du temps humain. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas miser absolument tous les espoirs sur le numérique. Et là, pour le coup, ça pose vraiment la question de l'opportunité, de la légitimité d'un financement qui provienne de la collectivité et non pas uniquement des ménages qui sont directement concernés. Donc ça, c'est aussi des choses que je vais aborder dans la deuxième partie. Voilà, donc Yana a répondu pour toi, Marie. Je vois. C'est ça. Rénovation en 5 ans, en 5 ans de démarrage. Donc 4 000, c'est vraiment pas mal, je pense. On voit qu'ils avaient vraiment un objectif de, entre guillemets, industrialisation de leur processus.
Alors, le statut de Reinmark, effectivement, je vois une question posée par Yael Iliaker. En fait, Reinmark, c'est une diversification d'un groupe, enfin d'un bureau d'études assez important. Je crois qu'ils ont un effectif de 100 ou 200 personnes, je me souviens plus très bien. Et du coup, effectivement, ils ont essayé, enfin, ils ont fait partie des gens qui ont convaincu les collectivités qu'il y avait quelque chose à tenter, et qui soit finalement, si on transcrit ça dans le dans le contexte français qui ressemble finalement à une délégation de service public, c'est-à-dire en fait un moyen de concilier finalement des ressources publiques et le fait de faire financer quand même la prestation de service par les ménages qui en profitent. Et je pense que dans leur sillage, quelques-uns ont aussi tenté de se profiler. On devait en avril, mais je pense que là c'est un peu fichu, retourner cette fois-ci dans le sud des Pays-Bas pour voir un dispositif qui repose plutôt sur la notion de galerie d'exposition, c'est-à-dire qu'en fait le One Stop Shop, c'était l'occasion de faire venir des fabricants et de proposer finalement un espace d'exposition pour que les gens se rendent compte des différentes possibilités de mise en œuvre de leur rénovation sur les différentes enfin voilà, ça pouvait être des matériaux ou des équipements, et que à cette occasion, ce soit donc les exposants qui financent finalement le fait qu'il y a vraiment un point d'entrée public organisé par la collectivité qui sponsorise ce lieu. Donc, cela étant, tout ça est quand même très nouveau et encore un peu innovant, enfin expérimental. C'est difficile de dire à ce stade que ça marche vraiment. Ce qui nous a frappé, Marie et moi, c'est que alors même que Reinmark nous paraissait être un exemple qui avait le vent en poupe, et ben en fait à la fin de l'année dernière, on a réalisé qu'ils étaient coupés dans leur élan parce que finalement les collectivités qui étaient derrière eux remettaient en cause cette notion de délégation de service public ou se considérer que finalement, et ça c'est une posture politique qu'il convient vraiment de discuter, et c'est finalement l'objectif là de notre discussion, que ça n'était pas aux collectivités de financer autre chose que cette première partie qui était présentée dans le diaporama, qui était plutôt en rose par rapport à donc de se concentrer sur cette partie rose et de ne pas intervenir dans le financement de ce qui était présenté en vert et qui correspondait à l'accompagnement des ménages. Est-ce que j'ai répondu? J'espère. Alors, oui, pour les partenariats avec les banques, alors ça fait partie, je vois la question de Jean-Baptiste Sarlat. Non, en fait, c'est difficile. On voit pas vraiment de partenariat en tant que tel, ni chez Reinmark, ni pour l'instant chez Retrofitworks. Cela étant, au Royaume-Uni, il y a des dispositifs spécifiques de financement immobilier qui ne sont pas du tout répandus ailleurs qu'en Europe et qui marquaient un intérêt particulier. Donc, il est possible que la réponse non, pas pour l'instant, puisse évoluer dans le futur. Est-ce qu'on prend la suite, continue? Oui, ok, je veux bien. Tout à fait. Alors, nous allons passer sur la... Je vais remettre le PowerPoint. Et on passe donc sur la deuxième partie, dédiée donc à nos propositions en termes de recommandations dans les politiques publiques. Alors, en fait, donc, voilà, ces recommandations
elles concernent, enfin, disons qu'elles sont plus globales que pour les one-stop shop, et notre parti pris, qui bien sûr mérite débat et discussion, c'est finalement que les one-stop shops sont un moyen de faire en sorte que toutes les incitations publiques et dispositifs publics soient vraiment bien coordonnés localement, et que du coup, ils arrivent à trouver leur public. Alors, on commence par une question qui peut paraître iconoclaste, mais j'ai vraiment l'impression là que c'est un point important à aborder. C'est est-ce qu'il faut vraiment axer la communication des dispositifs publics sur la notion d'approche rentable des rénovations? C'est une question qui est iconoclaste, dans le sens où c'est celle qui, enfin, cette notion d'approche rentable des rénovations, elle base finalement, y compris la directive sur la rénovation, donc la EPBD, Energy Performance Building Directive. Et voilà, donc du coup, c'est un peu la question dont on voudrait partir. On remet cela en cause parce qu'il nous semble que cette notion de rentabilité, elle n'est pas ce qu'attendent les gens, en fait. Alors déjà, mais donc c'est une discussion technique on voudrait reprendre en détail dans le document mentionné. La notion de rénovation énergétique rentable, ça dépend bien sûr de la façon dont on le calcule, et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, nonobstant le fait que les gens n'ont pas vraiment d'idée de ce que c'est que vraiment des investissements, ni vraiment les économies d'énergie. Quand on leur présente cela dans le cadre, par exemple, de simulations thermiques, on a tendance à comparer des économies anticipées, alors qui peuvent en plus être affectées d'un taux de croissance du prix de l'énergie enfin voilà, il faudrait avoir une boule de cristal pour pouvoir vraiment se baser dessus. Et on a tendance à comparer ces économies d'énergie au montant total anticipé de la rénovation. Et donc là, j'ai forcé un peu les choses pour arriver à un taux de rentabilité qui soit positif. Mais normalement, si on fait cet exercice sur des vrais projets, on a plutôt et si soit on s'arrête à 10 ans et on a des rentabilités négatives, soit on est obligé de prolonger l'exercice au-delà de 30 ans pour arriver à des rentabilités positives. Mon point, c'est est-ce que c'est logique de faire ça? Il me semble que non, parce que quand on fait des travaux, c'est pas pour de l'efficacité énergétique, ça a été dit et redit, mais il me semble qu'on n'en tire pas les conséquences. Si on fait des travaux, c'est principalement parce qu'il faut les faire, parce que il faut remédier à l'usure, et aussi parce qu'on attend d'autres bénéfices de l'efficacité énergétique. Et donc, si on passe à la diapo suivante, ne serait-il pas plus logique de comparer les économies d'énergie à la part des travaux qui est vraiment consacrée à une optimisation énergétique? Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas enrichir cet exercice de critères plus qualitatifs et qui sont pas, enfin qui sont néanmoins normés et qui peuvent être pris d'un point de vue tout à fait sérieux, pas simplement au pif, pour prendre en compte le fait qu'il y a des impacts sur la santé, du fait qu'on minimise les bruits, la nuisance des bruits, ou qu'on améliore la qualité de l'air, etc. Donc voilà, la question c'est que il faut probablement revenir sur cette notion de rénovation énergétique et revoir la façon dont les collectivités, l'État, l'Europe, disons, considère la justification d'intervenir pour encourager les gens à faire des travaux chez eux, c'est-à-dire une dépense privée qui ne regarde qu'eux. Donc si on va à la diapo suivante.
bon, je pense que le vrai sujet, il est plutôt au stade de l'évaluation des politiques publiques pour justifier donc ces dépenses. Et là, on y reviendra dans le cours de la discussion, mais selon les dispositifs qui sont mis en œuvre, on peut voir un risque de décrédibiliser les économies d'énergie et par voie de conséquence les objectifs de politique publique eux-mêmes. Je l'ai laissé entendre, mais tout centré sur l'énergie, c'est aussi minimiser les autres impacts en faveur de ces politiques sur, par exemple, la santé. Oui, c'est en ce moment qu'on s'en rend compte. Et puis, effectivement, il me semble en plus que tout axé sur le signal prix de l'énergie, et ça conduit pas mal de professionnels à se lamenter sur le fait que le prix de l'énergie ne soit pas assez haut pour que les gens fassent des travaux. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit les gens n'ont pas vraiment les moyens ni cognitifs ni financiers de faire ces travaux, et à ce moment-là, ils s'adaptent sans faire les travaux. Et alors que, en fait, tout l'objectif pour la collectivité de faire réaliser des travaux d'économie d'énergie, c'est pour en retirer des bénéfices qui sont collectifs. Tu peux continuer, Marie, s'il te plaît? Alors, donc, comment résoudre ce hiatus? On va passer, Marie. Donc, nous, ce qu'on aimerait proposer comme piste de réflexion et de travail, c'est d'arriver à, dans le dispositif, notamment des one-stop shop, arriver à une procédure qui permette vraiment de partir des rénovations telles qu'elles sont évaluées dans un processus qui permet d'avoir un contrôle sur la qualité des conseils et sur leur pertinence par rapport à disons, des normes publiques. Et que finalement, pour ce qui concerne l'évaluation de ces politiques publiques, on passe plutôt à une notion d'effet de levier sur les décisions des ménages, et que du coup, on considère plutôt le montant des financements qui sont affectés aux dispositifs qui permettent de conseiller, d'orienter, d'accompagner les ménages, donc c'est One Stop Shop, les ménages et les copropriétés, et qu'on les rapporte aux économies d'énergie qui sont évaluées. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne prend pas en compte le montant des travaux, qui est vraiment l'enjeu des ménages, mais plutôt l'argent public qui est dépensé pour convaincre les ménages de faire ces travaux. Et du coup, ayant dit cela, c'était important pour ensuite passer en revue certains des instruments qui sont dans la palette des directives européennes et qui sont appliquées notamment en France, ou qui sont en cours de réforme. Donc, notre question, c'est comment est-ce qu'il y a des interactions entre tous ces instruments et finalement les one-stop shops qui font partie de cette palette d'instruments, mais qui aujourd'hui ne sont absolument pas bien définis, comme on l'a dit tout à l'heure. Suite. Donc, on va passer en revue l'évolution de la réglementation thermique, le diagnostic de performance énergétique. Les schémas qui sont basés sur les quotas d'action, c'est concrètement les certificats d'économie d'énergie chez nous. Et puis les incitants plutôt financiers. Tu peux continuer, Marie? Alors,
déjà, ce qui nous semble, c'est que si on doit avancer de toute façon sur le fait de faire évoluer la réglementation thermique et d'introduire des obligations de réaliser des travaux. Donc, c'est le cas notamment sur le segment des propriétaires bailleurs, à juste titre. On pourra y revenir au cours de la discussion. Il faut quand même être, disons, réaliste sur la capacité du secteur des professionnels de pouvoir anticiper et participer à cette évolution des réglementations thermiques. Et c'est là que la notion de one-stop shop comme facilitant l'évolution des pratiques des professionnels avec un volet d'action qui est vraiment orienté vers les artisans et les entreprises est important. Tu peux continuer ? Pour ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique, c'est le dispositif technique qui est vraiment censé objectiver la performance énergétique présente, mais qui doit aussi servir à anticiper les travaux à réaliser et à les évaluer. Donc, ce qui est aujourd'hui indiqué à l'échelle européenne, c'est qu'on a un problème parce que les DPE ne sont pas fiables. Il faudrait en plus arriver à harmoniser ces DPE et pouvoir en faire des bases de données à l'échelle européenne pour qu'on arrive vraiment à avoir une vision de l'évolution de la qualité thermique des logements, et pas seulement des logements, de tous les bâtiments. Et donc, c'est clair que le DPE qui fonctionne finalement comme une photo, un appareil photo, ne peut pas arriver à faire ça. L'idée, c'est d'évoluer vers ce qu'on appelle un passeport, ou en France, vers le carnet d'entretien et de suivi des logements, qui là ressemblerait plutôt à une caméra, c'est-à-dire être en mesure de donner une indication concrète, technique, concrète et technique de l'état du bâti, et de voir aussi comment tout cela va pouvoir être traduit en programme de travaux. Alors, en fait, c'est là qu'on retrouve la question du modèle économique, parce que c'est un service, donc ça le carnet d'entretien de suivi des logements ne se confond pas avec le one-stop shop, mais il est quand même très complémentaire. Et du coup, en Belgique, on a résolu le sujet en disant que c'était un projet qui était réalisé en régie par les provinces. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que comme cet outil, il est difficile à vendre aux consommateurs, ou bien qu'il faut considérer que c'est la logique, disons, Google, pourquoi pas, avec des ventes de données, etc. Si on veut une alternative, c'est vraiment la logique du service public et de la mise à disposition de cet outil par les collectivités. Et ben, en fait, on a l'impression que précisément comme c'est un outil qui apporte aussi un service non négligeable, voire même essentiel aux collectivités pour conduire ces politiques sur la rénovation énergétique, que ça fait du sens de les faire porter par les collectivités, ce qui leur permet du coup de fiabiliser et d'enrichir leur système d'information. Tu peux continuer, Marie ? Oui, c'est fait. Non ? Je l'ai fait normalement. Un peu de décalage. Ah, peut-être. Oui, voilà, c'est bon. Il y a un petit effet décalage. Donc, pour les signes de qualité, les labels, les certifications, là, on s'est penché sur deux exemples en montrant qui montrent en fait la problématique qu'on a. D'un côté, au Royaume-Uni, un dispositif qui a démarré en 2005, qui s'appelle Trustmark, et qui est un référentiel qui couvre toutes les étapes de la rénovation et pas simplement la réalisation des travaux.
et qui comporte aussi un volet de sanctions assez drastique et de contrôle. Le problème, c'est que cette certification, les praticiens au Royaume-Uni nous disent, et notamment de Retrofitworks, oui, mais ça marche pour les gros travaux. Comment est-ce qu'on peut rendre cette certification abordable pour des rénovations qui sont, voilà, le marché, c'est le même finalement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou ici. C'est ce que disent les enquêtes aussi ici en France. La plupart du temps, c'est plutôt des travaux à 5-6 000 euros. Et donc en France, on a l'exemple du reconnu garant de l'environnement qui, lui, tend vraiment à être abordable et à embarquer tous les professionnels. Oui, mais on voit qu'il comporte un volet de contrôle qui est très insuffisant et que du coup, ça a provoqué pas mal d'émoi de la part des associations de consommateurs et du coup, il y a même donc maintenant une mission qui s'occupe spécifiquement de renforcer ce signe de qualité RGE. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux sujets? Eh bien, d'une part, là encore, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à couvrir le coût de ces dispositifs par des ressources sous contrôle public, parce qu'il s'agit d'un enjeu collectif. Et deuxième piste, c'est que finalement, les gens, dans un environnement où il y a tant d'asymétrie d'informations, ce dont ils ont besoin, c'est une garantie. Et donc, on a des exemples essentiellement au Royaume-Uni où finalement, on voit des garanties de conformité et de qualité des travaux. Ça n'est pas nécessairement le mécanisme du CPE, c'est pas nécessairement une garantie de performance énergétique, tout simplement parce que ça n'est pas ce que demandent les ménages. Tu peux continuer, Marie? Oui. Donc, tout ça conduit à se demander si effectivement il faut pas que les one-stop shop et ces dispositifs complémentaires que sont le passeport, le carnet numérique et les outils de labellisation, donc ce que soit financé par des mécanismes de certificats d'économie d'énergie. Et là, ce qu'on voit donc principalement en France, c'est que c'est un outil qui peut être ambivalent, c'est-à-dire que aujourd'hui, si les certificats d'économie d'énergie sont appliqués à des mesures unitaires et qui sont échangeables sur un marché de gré à gré, on voit que cela s'éparpille sur des primes aux travaux et que ça peut attiser des pratiques commerciales agressives. Que en plus le fait que les certificats d'économie d'énergie soient d'un prix instable ne permet pas de financer des one-stop shop et que du coup si et c'est ce qu'on fait avec le SAR, on utilise ce même outil pour financer des one-stop shop, à ce moment-là, ça permet de stabiliser le modèle économique qui permet d'aller vers l'accompagnement des ménages. Et donc l'intérêt des certificats d'économie d'énergie, si on les utilisait, donc je précise que le SAR, ce sont des certificats d'économie d'énergie qui sont liés à une sorte de tarification à l'acte, mais on aurait pu imaginer que ce soit des certificats d'économie d'énergie qui soient liés aux vrais travaux. Donc là, on aurait eu un outil qui était vraiment incitatif puisque finalement la rémunération, elle était liée aux vrais travaux. Donc, je vais passer sur le financement des travaux, qui est un sujet hyper technique. Donc, je vais passer vite parce que de toute façon, on n'aurait pas le temps d'avoir un débat hyper important. Et donc, je préférais répondre à vos questions concernant les financements. Et donc, Marie, je te propose qu'on déroule rapidement les dernières diapos. Ok, mais concrètement, celle-là, elle te va Vas-y. ou... Oui, la J'en ai suivante. déjà mis une.
Oui, alors du coup, c'est qu'il y a un décalage. Là, je suis sur les enjeux d'un élargissement de l'offre de financement. Sur la deuxième diapo de la partie 3. Oui, alors là, c'est bloqué chez moi. Ah, La diapo 3, faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. je pense que ça va venir. Mhm. Bon, du coup, je continue mon discours. Euh, En On peut fait, arrêter et reprendre. donc il y a 2 enjeux derrière le financement. C'est probablement d'arriver à ce que les banques puissent réaliser des financements en ayant mieux conscience de la qualité intrinsèque des travaux qu'elles financent, et ça devient un enjeu pour elles, avec notamment la taxonomie. Et donc, question, proposition et probablement source de valorisation importante pour les one-stop shops, c'est comment aider les banques à distinguer les rénovations qui sont cohérentes avec la qualification d'actifs verts. Et puis, donc deuxième volet qui est probablement en marge de ce que font les banques, c'est comment élargir les financements de la rénovation énergétique, y compris aux ménages qui auront du mal à avoir un financement du secteur bancaire. Donc, ce besoin de financement plus risqué, il y a la manière de répondre aux demandes, elle apparaît dans le petit tableau qui est à gauche, et ça doit permettre de répondre aux gens qui n'ont pas facilement accès à l'offre bancaire. Donc, les copropriétés, c'est un micro-marché sur lequel il y a très très peu de banques. Les ménages pauvres, bien sûr, il faut qu'ils bénéficient de subventions, mais souvent il y a quand même un reste à charge, et c'est quand même triste que pour 2, 3, 5 000 euros sur des rénovations qui sont conséquentes, on bute devant l'obstacle. Les personnes âgées, invalides, en général, les banques voilà, ne leur prêtent pas parce qu'il faut qu'elles aient une assurance, et cette assurance, elle est difficile à obtenir. Donc, ça veut dire concrètement qu'il faut élargir l'offre de financement en prenant plus de risques, ce qui suppose déjà de bien analyser ces risques, et du coup de bien comprendre comment on peut prendre en compte des économies d'énergie qui, là, pour le coup, si elles sont vraiment fiabilisées, peuvent entrer en ligne de compte pour optimiser le financement. Et puis, il y a la notion de risque sur l'actif dont on pourra discuter. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas au stade, c'est pas au niveau des one-stop shops, et ça n'est pas au niveau de banques particulières qu'on peut arriver à analyser ces risques et à les faire couvrir. Ce sont plutôt des mécanismes de garantie publique qui sont à prendre en compte. Donc, en France, il existe le fonds de garantie de rénovation énergétique, mais il me semble que c'est un dispositif qui est trop compartimenté pour vraiment répondre à cet enjeu. Et donc, on appelle de nos voeux des projets qui doivent être financés plutôt à l'échelle européenne, et H2020 est une bonne opportunité pour cela. De même que l'initiative InvestEU, donc de mécanismes de garantie. Et il nous paraît donc important de relier 2 choses qui sont, d'une part, de dérisquer l'investissement des particuliers dans la rénovation de leur logement. Donc ça, c'est les one-stop shops, c'est-à-dire pouvoir les rassurer sur le fait que les travaux vont pas coûter le double, vont pas durer 3 fois plus de temps, vont leur apporter ce qu'ils attendent. Et d'autre part, donc, de dérisquer des portefeuilles de prêts qui financent ces travaux. Et donc, de l'un à l'autre, en fait, il y a ce qu'on a indiqué, c'est-à-dire le carnet numérique, les one-stop shop en tant que tel, avec le dispositif de service qui doit être mieux normé, et donc s'il est financé par des
par les pouvoirs publics. C'est en contrepartie, bien sûr, de normes et de qualité. Et voilà. Donc, du coup, je pense que cette notion de garantie, elle n'est pas que financière. Il faut déjà rassurer les gens sur la qualité des travaux. Alors ensuite, on a effectivement une diapo sur le NEF, le Fonds national pour l'énergie aux Pays-Bas, qui est un exemple qui a été mis en place assez récemment et qui en est à sa 5e année et qui répond bien à la demande. Et on voit qu'ils sont sur une trajectoire d'atteindre 600 millions d'euros de prêts cette année. Ce sont des dispositifs qui aujourd'hui financent des prêts sur une optique qui est celle de prêts affectés, donc pour des montants qui sont relativement faibles, c'est-à-dire qu'en fait ils sont partis de la réalité du marché, mais on voit que ils ont maintenant la volonté d'orienter le marché davantage et du coup de s'adapter d'une part vers les publics précaires, d'autre part vers les copropriétés. Ce qui fait qu'ils devraient avoir un compartiment de leur, plusieurs compartiments de leur fonds de façon à pouvoir répondre à ce déficit de financement. Tu peux continuer, Marie? Voilà, donc je pense qu'on peut continuer encore et je pense qu'on arrive à la discussion. Voilà. Alors, on se tourne donc vers le chat. Alors, je pense qu'on en était à la question de Jean-Baptiste. Alors, ensuite, Yana a répondu sur les partenariats. Ensuite, I4C. Alors, oui, pourquoi est-ce que j'ai dit que les économies d'énergie sont un objectif politique qui est difficile à définir? Eh bien, parce que en fait, on observe déjà que les dispositifs ne parlent pas forcément de la même façon de l'énergie. Tantôt on est en énergie primaire, tantôt on est en énergie finale. Quand les économies d'énergie arrivent, elles sont tout de suite mises en question par l'effet rebond. Donc, est-ce qu'il s'agit d'économies d'énergie théoriques ou d'économies d'énergie vraiment réalisées? En fait, mon point, ce serait de dire que ces économies d'énergie, il faut déjà que les praticiens et les ménages puissent y croire. Et l'élément clé là-dessus, c'est d'avoir un retour d'expérience, une boucle qui soit intégrée dans le one-stop shop et que du coup, la prestation, elle concerne aussi non seulement un service après-vente, mais le fait d'intégrer en fait un suivi des consommations. En plus, le fait d'avoir un suivi des consommations, ça veut dire que les gens sont plus réflexifs sur leur propre consommation et que ça a un impact modérateur. Donc Sébastien Lescourt, l'impact financier du gain sanitaire des rénovations énergétiques. Alors, à ma connaissance, il y a des études qui existent là-dessus, mais plutôt sur le tertiaire. Et on est en train de travailler effectivement là-dessus chez Énergie Demain. On n'a pas encore ce retour d'expérience, mais on y travaille. Alors, donc la SAM Octave. Alors, comme il s'agissait pour nous de donner des retours d'expérience externes, on n'a pas insisté sur Octave, ni d'ailleurs sur tous les autres sociétés de tiers financement qui existent maintenant à 6 exemplaires et bientôt 7, puisque la prochaine société d'économie mixte qui va se monter sur ce modèle, c'est en Centre Val de Loire.
Donc oui, Octave est une société de tiers-financement. Elle préfinance les travaux, mais elle ne les finance pas, alors que les sociétés de tiers-financement, les autres, interviennent pour financer la totalité des travaux sur le long terme. Et donc, comme c'est du crédit affecté, ça permet aussi de préfinancer les subventions. Est-ce que on peut imaginer de responsabiliser un ensemble? Alors ça, c'est une question un peu longue. Je pense que c'est la proposition de Frédéric Leport. Alors, donc en fait, l'idée, ce serait d'avoir un palmarès des entreprises. Bah oui, enfin, je pense que de toute façon, alors on n'est pas rentré bien sûr dans toutes les subtilités des dispositifs des one-stop shop, mais ça me permet de citer une expérience qui a vraiment été intéressante, qui a été menée par l'ADEME. Ça s'appelle les experts rénaux. Et en fait, l'idée, c'était d'innover sur tout le service des one-stop shop, y compris vis-à-vis des entreprises. Donc, je pense que cette notion de palmarès, bon, il faut effectivement, je préfère la notion de palmarès à celle de comment dire, comment ça s'appelle ce système-là de TripAdvisor peut-être ou... ouais, de Non. TripAdvisor, parce que effectivement, il n'y a rien de pire que TripAdvisor pour tuer des commerces sur la base de réputation qui peuvent émaner de trolls. Donc effectivement, l'idée c'est plutôt de jouer sur la motivation des particuliers, de favoriser, voilà, d'avoir d'être reconnus pour la qualité de ce qu'ils font. Expereno. Expereno, c'était un dispositif donc expérimental qui a eu lieu une fois. Peut-être qu'il faudrait le revoir, le réitérer de la part de l'ADEME. Si vous voulez intervenir avec vos micros directement, c'est possible, bien sûr. On n'est pas obligé de passer par le chat. Ah, ben, on est content de la réflexion de l'ADEME pour une deuxième vague et peut-être même d'autres vagues. Un océan d'expéréno. Oui, Frédéric Leport. L'idée, au-delà du palmarès, c'était effectivement de ne pas être dans la sanction, mais plutôt dans la motivation. Et donc, même si on n'est pas classé dans un bon niveau dans ce palmarès, à ce moment-là, proposer tout un système d'accompagnement aussi en termes de formation complémentaire aux entreprises, enfin, que ce soit en conseil ou en réalisation de travaux. Et puis, pourquoi pas même des aides pour recruter du personnel compétent, des choses comme ça. Donc, c'est pas une condamnation effectivement définitive en disant vous êtes mauvais, mais c'est leur apporter aussi des solutions techniques, de l'expertise complémentaire, de la mise en réseau. D'accord. Alors, du coup, Des démarches de effectivement, progrès gagnant-gagnant, quoi. oui, ça ressemble effectivement à la démarche, disons, coopérative, mais bon, si on veut effectivement avoir plus d'impact, je pense qu'on ne peut pas attendre que des coopératives se montent formellement à droite et à gauche, et que pour autant, il y a des expériences en France, par exemple, notamment en Normandie, où on a cité aussi Octave, mais en fait, il y en a vraiment un peu partout, où finalement les plateformes territoriales de la rénovation énergétique ont réussi à vraiment créer des communautés qui sont pas si informelles que ça de professionnels. Après, en fait, notre point, c'est que d'un point de vue institutionnel, il faut probablement, dans la logique de faire évoluer le marché, passer à des choses plus puissantes. Et c'est là que la notion de trust mark, par exemple, est intéressante. Mais si on fait les choses de façon très formalisée, les coûts à considérer sont ce qu'ils sont.
Et par conséquent, je pense que notre préconisation phare, c'est vraiment de structurer un financement sous contrôle public, qui n'est pas forcément seulement des subventions, qui peut être des certificats d'économie d'énergie. On n'a pas abordé la question des certificats carbone, mais peut-être que effectivement des certificats carbone dédiés à l'énergie climat pourraient être sanctuarisés pour financer ces politiques publiques qui sont à l'échelle locale et que ça permettrait finalement d'avoir, de nourrir toute la colonne vertébrale à la fois de contrôle, d'incitation, de formation que cela suppose. Je vois effectivement la remarque de Roselyne Forestier. Donc sur les dispositifs FIBAT et sur le programme SAR. Donc effectivement, ce sont des... Bon, alors le programme SAR, il est en cours de mise en place. Il va clairement dans la bonne direction. Ce qu'on voit, c'est que probablement il faudrait davantage relier les one-stop shop, déjà les officialiser, enfin leur donner un statut beaucoup plus visible aujourd'hui dans les dispositifs publics, d'une part, arriver à bien les coordonner avec les autres types de financement, donc notamment les financements de l'ANA, et surtout les coordonner avec des dispositifs de labellisation des travaux. C'est là que l'effet d'intégration serait le plus fort. Donc, il faut vraiment passer la vitesse supérieure sur RGE, se poser la question de pourquoi aujourd'hui en France on a d'un côté le label Efinergie, de l'autre RGE, et probablement arriver à une synthèse. Donc, juste, je continue la clarification avec concernant Roselyne. En fait, il n'y a pas de différence entre les one-stop shop et les espaces conseil faire. Mais ces espaces conseil faire, aujourd'hui, ils sont un peu disparates. Donc, Juan Alario. Si certains investissements énergétiques ne sont pas rentables, même en rajoutant des externalités environnementales, est-ce qu'il faut les faire ou pas ? Et bien, en fait, si on est sûr que ce sont des investissements purement énergétiques et qu'ils ne sont pas rentables en tant que tels, typiquement, je ne vois pas pourquoi on devrait les faire. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de cette manière-là que se pose la question. C'est plutôt que on prétend que des investissements énergétiques devraient à eux seuls permettre de justifier la réalisation de travaux globaux, alors que ces travaux, ils sont réalisés pour toute autre sorte de raisons, et notamment parce qu'ils sont indispensables pour remédier à l'usure du bâtiment. Alors donc, la deuxième question, c'est trouver les bons professionnels. Et effectivement, est-ce que les one-stop shop doivent déjà permettre de les identifier, parce qu'ils quand même ils existent. Ils doivent permettre finalement d'apporter à ces professionnels un marché qui soit rentable et qui leur permette de se distinguer des autres sur des critères de qualité et de conformité, alors que la plaie de ce secteur, c'est plutôt d'être soumis à une sélection sur des critères de moins 10 ans. C'est parce que précisément les gens ne savent pas faire la différence entre des travaux qui sont bien faits ou qui sont justifiés, que les one-stop shop peuvent être absolument importants pour apporter du marché aux professionnels qui sont capables. Et on verra que si le marché est nourri de cette façon, il y aura de plus en plus de professionnels. Alors, bien sûr, il faut aussi travailler en amont sur la formation initiale et la formation continue.
Alors, comment est-ce que les fonds publics peuvent mieux soutenir les one-stop shop privés? Alors, la thèse qu'on aurait, c'est que si on avait des systèmes de certificats d'économie d'énergie qui soient basés d'ailleurs sur le carbone ou sur les économies d'énergie, eh bien, et si ces certificats étaient basés sur un prix fixe, et si ils étaient basés sur la réalisation des travaux, à ce moment-là, ce serait un dispositif qui serait vraiment incitatif à faire tout l'amont qui aboutit à la réalisation des travaux, à condition bien sûr que le prix des certificats soit suffisant. Et de ce point de vue-là, les expériences en France, notamment des sociétés de tiers-financement, elles peuvent donner du grain à moudre pour savoir ce que ça représente aujourd'hui comme coût de revient de apporter ce service d'accompagnement aux ménages et aux copropriétés. Alors, pour le programme SAR, il va dans le bon sens, sauf qu'effectivement, moi, mon modulo, c'est sur la notion de paiement à l'acte. J'observe que le paiement à l'acte, on essaye d'en sortir en ce moment dans le secteur de la santé, parce que ça a un effet un peu inflationniste. Du coup, effectivement, il faut faire attention à l'évaluation du montant de l'acte. Et je me demande, c'est ce que je viens de dire, s'il n'y a pas lieu plutôt de réfléchir à des certificats qui soient non pas liés à la réalisation de l'acte proprement dit, mais plutôt au fait qu'on arrive de façon effective à la réalisation des travaux. Donc tout ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir en contribuant à ce document qui a été mentionné au début du diaporama et que nous avons eu l'occasion de vous envoyer en fin de semaine dernière et que nous pouvons renvoyer bien sûr. Et je vais renvoyer du coup à toutes les personnes qui s'étaient inscrites au webinaire, donc la présentation, PowerPoint et avec le lien du coup du rapport. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Est-ce qu'on s'arrête là? Je sais plus si on a... Oui, ouais. Je crois que c'est bon. François, ça te va? Très bien, mais écoutez, je crois que de toute Ouais. façon, on est arrivé à la fin de cette discussion d'une heure et demie. Merci beaucoup pour votre écoute et je suppose, j'espère que nous aurons des retours complémentaires par écrit. Et ce que je me disais, c'est qu'on pouvait, en fonction des retours qualifiés des uns et des autres, envisager des réunions de travail spécifiques sur la partie préconisation dans les prochains jours. En offline, bien sûr, pas en présentiel, malheureusement. Eh bien, donc, Ok. je vous remercie. Bonne journée à tous. Bonne journée. This